Bien, merci d'avoir accepté de participer à cette audition. Merci de votre invitation. Donc on va procéder de la manière suivante. On va revenir un peu sur le texte de manière générale, quels sont les points les plus problématiques ou les plus inutiles, inefficaces, s'il y en a. Moi je pense qu'il y en a. Et ensuite j'aimerais que dans un deuxième temps de la discussion, on puisse voir finalement qu'est-ce qui pourrait être efficace, notamment au-delà de la loi, hein, en termes d'organisation concrète des services de renseignement, de la justice, pour lutter efficacement contre la prévention des actes terroristes. Voilà, je vous laisse la parole. Bon, donc, n'étant pas un juriste, je ne vais pas me lancer dans les explications de textes techniques et précises, même si j'ai lu le texte de très près. Je pense qu'il y a un problème d'ordre plus général, mais il me semble que c'est important d'inscrire ça en tant que sociologue et analyse des politiques publiques dans une vision plus large, qui est celle de l'addition de nouveaux textes de loi concernant la lutte contre le terrorisme, qui ne cesse de s'agréger, avec une première question qui est il y a rarement, voire jamais, d'impact de leur efficacité. On donne de nouveaux pouvoirs à certains services, on change des modalités d'organisation et on ne se pose pas la question de savoir si concrètement sur le terrain, la théorie correspond à la pratique, si la pratique permet de faire avancer les choses ou pas. On a des discours policiers, mais il serait bien de pouvoir aller voir sur le terrain de manière un peu plus approfondie, faire une réelle évaluation des politiques publiques, notamment dans ce champ-là, parce qu'on a quand même beaucoup de textes de loi qui s'additionnent au moins une fois par an, et il faudrait aller un peu au-delà, parce que sinon ça pose la question de quel est l'objectif de ce texte de loi. Alors est-ce que c'est un objectif d'affichage, de dire on fait quelque chose et on produit un nouveau texte, ce qui est un objectif de communication, qui peut se comprendre, enfin moi je ne suis pas là pour juger, hein, mais en tout cas, ou quels sont les objectifs réels derrière. Alors est-ce que, et la question c'est est-ce que effectivement ce qu'on lit permet de lutter efficacement contre le terrorisme, c'est quand même la question qui se pose. Moi, d'une manière générale, mais je pense que ça a déjà été dit par d'autres interlocuteurs, il y a quand même quelque chose qui me frappe en lisant ce texte, c'est la méfiance par rapport à l'institution judiciaire, puisqu'on voit qu'un certain nombre de pouvoirs de pouvoirs ou de moyens d'action, on va dire, qui étaient placés sous le contrôle du procureur de la République ou procureur de Paris pour les affaires de terrorisme, finalement deviennent des pouvoirs que prend directement en main le ministre de l'Intérieur. Ça pose quand même un certain nombre de questions, donc d'une manière générale, on peut se demander si c'est pas un texte de défiance par rapport à la justice, ce qui pose des tas de questions. Est-ce que le ministre de l'Intérieur est le mieux placé pour évaluer concrètement, alors évidemment ce ne sera pas lui directement, mais pour évaluer les raisons sérieuses, etc., qui peuvent permettre de procéder à telle ou telle opération. C'est quand même une définition, raison sérieuse, c'est quand même quelque chose d'assez flou dans sa définition, même les juristes, je pense, peuvent le signaler. Donc, on est quand même dans quelque chose où c'est... alors on voit, et on peut, enfin moi ce qui me choque un peu, c'est on voit, bon, le procureur, pour un certain nombre d'opérations, est informé, ou le procureur de Paris ou le procureur de la République territorialement compétent. Ils sont informés, mais finalement, ils n'ont pas le moyen ni de stopper, enfin, mis à part quelques conditions un peu exceptionnelles, mais ils sont là, finalement, comme simple chambre d'enregistrement, ce qui pose quand même des questions par rapport à l'équilibre des pouvoirs entre les institutions policières et judiciaires qui sont quand même un peu compliquées en France. On a toujours une tension structurelle entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, avec souvent le ministère de l'Intérieur qui prend la main. Ça pose quand même beaucoup de questions. Donc ça c'est déjà, enfin ça c'est un premier point. Le deuxième point, qui est aussi d'ordre général, c'est finalement on est dans l'agrégation de nouveaux textes, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, mais on n'a pas, on voit bien comment politiquement, et on le voit pour l'état d'urgence, on voit pour plein d'autres textes, finalement on est dans, comme je disais tout à l'heure, dans l'ajout, l'agrégation de nouveaux textes, et on voit bien que politiquement c'est assez compliqué de mettre un frein. Donc à chaque fois qu'on passe une étape, il faudra toujours aller un peu plus loin, non pas pour forcément rechercher l'efficacité, mais parce qu'il y a un mouvement d'opinion publique qui fait que c'est difficile de dire tiens j'arrête l'état d'urgence.
Si jamais il y a un attentat 2 jours après, évidemment, tout le monde pourra vous le reprocher, donc c'est extrêmement compliqué. Donc on voit bien aussi qu'on est dans une espèce de surenchère permanente. Concernant, alors là je change complètement de sujet, mais l'efficacité concrète de... Bonjour. Concernant l'efficacité concrète, la question qu'on peut se poser, je n'aurai pas la prétention d'y répondre comme ça rapidement, mais c'est est-ce que quand on surveille quelqu'un, qu'on soupçonne de commettre des attentats ou d'avoir la volonté de commettre des attentats, puisqu'on est dans le... On est très en amont là concernant ce texte-là. On n'est pas dans des gens qui ont commis des délits, ou on est dans des gens qu'on soupçonne. Est-ce qu'en termes d'efficacité policière, de manière très pragmatique, il vaut mieux leur dire vous êtes sur surveillance, donnez-moi vos coordonnées, etc. Ou est-ce qu'il ne faudrait pas procéder de manière un peu plus cachée? Ça pose des questions en termes de démocratie, de justice, etc. Mais en termes d'efficacité policière, d'aller voir quelqu'un qui vous donne tous ses identifiants, etc. Si c'est vraiment quelqu'un de dangereux, est-ce qu'il va continuer à téléphoner sur son téléphone portable? Je pense qu'il faut poser les questions aussi de cette manière très, j'allais dire, ras du plancher, mais qui pose la question, là, pour le coup, de la réelle efficacité. On voit les fouilles de bagages, etc. Et bon, il y a des choses qu'on peut déjà faire. C'est le ministre de l'Intérieur ou le préfet qui va décider, plus les magistrats, etc. Mais on a quand même l'impression de quelque chose d'assez superficiel dans la mesure où la vraie action, c'est de surveiller les gens. Et on peut comprendre que certaines personnes qui paraissent particulièrement dangereuses, on les surveille. Moi, ça ne me pose pas de question. Encore qu'il faut un certain cadre, bien entendu. Mais est-ce que, oui, de visualiser le système de surveillance, de dire à la personne, vous êtes sur surveillance, est-ce que ça va permettre de démanteler des réseaux? Moi, ça me laisse un peu sceptique. Je pense qu'il faudra en discuter avec les personnes des services de police directement concernées, mais il me semble que c'est plus la discrétion, c'est plus une surveillance un peu moins évidente qui permet d'être efficace. C'est ce qui nous indiquait certains qui avaient une parole peut-être un peu plus libre, notamment les syndicalistes de la police, quelle que soit d'ailleurs leur couleur, nous disaient qu'effectivement il y avait un certain nombre de mesures dans ce texte de loi qui pour eux n'avaient pas d'efficacité en termes de renseignement et qui supposer que ça pourrait avoir une efficacité dans un autre registre, éventuellement, sans pour autant se mouiller dans quel registre ça pourrait avoir une efficacité. Oui, c'est bien la question qu'il faut se poser, oui. C'est ça, là, du coup, ça... Alors, quand on mêle les deux, quand on mêle, les objectifs affichés, lutte contre le terrorisme, efficacité, de ma part en tout cas, scepticisme, et que derrière, on voit cette mise un peu à l'écart sur la touche de la justice, c'est là où ça pose des questions sur est-ce que c'est pas le ministère de l'Intérieur qui veut s'arroger des pouvoirs, lesquels? Est-ce qu'il sait exactement? Je sais pas. Je peux même pas dire qu'il y a derrière une stratégie élaborée. Il me semble que c'est plutôt une tendance naturelle d'un ministère qui se veut toujours plus puissant, plus fort, plus centralisateur, etc. Donc c'est presque un... Je ne sais pas dans quelle mesure c'est quelque chose de pensé ou si c'est une simple mécanique habituelle qui se met en place. Je ne sais pas si c'est clair, mais on pourra développer éventuellement là-dessus. Donc, alors, ce qui est frappant, peut-être je passe à une réflexion pour aller un peu plus loin que la critique de premier degré. Ce qui m'apparaît plutôt intéressant quand on parle de terrorisme, de prévention au sens détection du terrorisme, c'est réfléchir, ce qui à mon avis n'est pas forcément évident dans le texte qu'on voit, à comment mettre en place la détection de signaux faibles, prendre des gens qui commencent à se radicaliser avant même qu'ils soient déjà professionnalisés ou embrigadés dans un réseau professionnel de terrorisme, quoi. C'est là où moi je ferai le lien. C'est une réflexion qui date déjà il y a d'assez longtemps, qu'on avait menée avec des collègues il y a déjà une vingtaine d'années, sur le lien entre une police de sécurité du quotidien, je prends le terme générique, moi je parlerai de police de proximité, en tout cas d'une police territorialisée avec un policier ou 2 ou 3 attachés à un territoire qui connaissent les gens, qui sont au contact de la population et qui recueillent de l'information.
Et l'une des dérives en France, c'est que la police de proximité, on l'a considérée comme une police gentille avec toutes les caricatures de jouer au foot, etc. Et encore, jouer au foot, ben, quand on discute avec les gens, après le match de foot, on arrive à avoir des infos. Et en fait, cette police dans d'autres pays a été très bien décrite comme quelque chose qui, au contraire, renforce le contrôle social, qui est le fait d'avoir des policiers qui sont dans le milieu, dans l'environnement, et à qui on explique, et moi j'ai des anecdotes en France quand il y avait la police de proximité ou avant l'îlotage, de policiers qui voyaient très bien comment ils partaient des groupes de jeunes qui étaient dans le trafic de drogue, fréquentaient plus assidûment une mosquée, pourquoi pas, enfin, mais en tout cas avec certains des questionnements, si c'était simplement une adhésion à une religion et un retour arrière par rapport à leur passé délinquant, ou au contraire quelque chose d'un peu plus, d'un engagement un peu plus virulent. Et c'est là où finalement ce texte, qui se voudrait un texte plutôt de prévention, enfin en tout cas de détection ou de surveillance avant le passage à l'acte, intervient pour moi très tard. C'est déjà des gens identifiés finalement, et en plus on va leur dire, ah ben attendez, on vous contrôle. Donc votre téléphone est sur écoute, et puis vous êtes d'accord pour être contrôlé, pour aller signer à la gendarmerie ou à la police une fois par jour ou par semaine. Enfin, il y a des débats, oui, dans les débats, je sais que ça change. Bon. Oui, d'accord, et il reste de la journée, quoi. Ou les interdictions de fréquentation de telle ou telle personne. Bon, il y a déjà des condamnations de la justice à ne pas fréquenter tel lieu, ne pas fréquenter telle ou telle personne, et on voit bien qu'on a du mal à l'appliquer concrètement. Parce que quels seront les policiers qui iront faire ce contrôle? Est-ce que ça va être simplement les bacs, etc. Donc, l'une des difficultés, c'est qu'avec ces dispositions, alors, soit elles ne sont pas utilisées parce qu'elles ne sont pas efficaces, soit on va les utiliser pour les rendre efficaces, pour en quelque sorte dire, ben regardez, c'est utile, j'ai mis des gens. Et alors, qui on va mettre comme gens, sur quels critères, quel type d'information? C'est ce qui s'est passé pour le début de l'état d'urgence. C'est-à-dire que moi, j'ai des syndicalistes policiers en région qui m'ont expliqué que dans les premiers temps de l'état d'urgence, on leur a demandé des quotas de perquisition administrative. Il faut m'en ramener 10, il faut m'en ramener 20 aujourd'hui. Peu importe s'il y a un terroriste ou pas, il m'en faut 20. Et c'est ça, et alors là on tombe sur un des fonctionnements classiques de la police. Je ne parle pas juste d'efficacité, mais ce qu'on appelle évidemment la politique du chiffre, où il faut que je montre que j'ai fait quelque chose. Ou alors le préfet va me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a rien chez vous, etc. Donc là, on va rentrer encore une fois dans une logique, et on peut l'appliquer à plein d'autres problématiques de sécurité, je ne développerai pas, mais qui est la nature ayant horreur du vide. J'ai donné des pouvoirs, le ministre de l'Intérieur a un certain nombre de pouvoirs. Si on lui dit, bah, dans un an, aucun de ces pouvoirs n'a été utilisé, peut-être qu'il va avoir envie, lui, ou le mécanisme ministère de l'Intérieur, qui échappe souvent aux acteurs, va inciter à remplir les cases et à trouver du monde pour justifier a posteriori ça. Et il me semble qu'on tombe dans l'inverse de ce qu'on voudrait, de ce contre quoi on veut lutter, c'est-à-dire qu'au lieu d'être discret, d'identifier des réseaux, de comprendre des choses, puis d'arrêter peut-être les gens avant qu'il soit trop tard, là on va peut-être alors prendre les gens sur des critères qui ne sont pas très explicites, ce qui pose quand même problème. Ça veut dire quoi? Bon, des raisons sérieuses, c'est quand même, bon oui, on peut imaginer, mais lesquelles, quoi, bon, ça pose quand même beaucoup de questions et suscite des inquiétudes. Non pas encore une fois parce que je soupçonne les gens qui sont en poste d'avoir des velléités dictatoriales ou autres, c'est pas la question, c'est comment les mécaniques sociales font que petit à petit ben, on dérive. C'est toujours plus de lois, de textes antiterroristes, etc. Efficacité, bah, on ne se pose pas la question, on n'a pas le temps, l'Assemblée nationale n'a pas les moyens de contrôler, etc. Il n'y a que pour la loi de Taubira, on a dit qu'il fallait, qu'il fallait une évaluation. Bon. Mais voilà, il n'y a pas d'évaluation, pas de question sur l'efficacité. Je trouve que le texte est un peu naïf si on a affaire à des gens qui sont radicalisés et à velléité violence. C'est pas d'avoir ces trucs, la surveillance de ces communications, d'aller signer au commissariat qui va changer quelque chose, me semble-t-il. Et la question, enfin ça c'est plus du côté des juristes, quelles évolutions en termes pratiques par rapport à ce qui se faisait auparavant, les perquisitions de flagrant délit et autres. On a l'impression de quelque chose qui est
un peu mal placé, ou qui intervient ou trop tôt ou trop tard finalement dans le dispositif, et du coup qui s'avère, à mon avis, peu pertinent. Et du coup, dans les pistes qu'on pourrait explorer de réorganisation, que ce soit au sein de la police, au sein de la justice, qui permettrait d'être plus efficace. Donc j'ai noté qu'on a parlé de la détection des signaux faibles et donc en fait de la police de proximité. Est-ce qu'il y a d'autres... Ça permet, alors en articulation avec la justice éventuellement, après il faut poser la question de la place de la justice dans le traitement de l'antiterrorisme. Mais là, quand même, ce texte pose clairement la question, est-ce que la justice est là pour condamner, on la met de côté là-dessus, alors que dans d'autres domaines, on incite les procureurs à être de plus en plus dans la prévention et autres. Enfin, bon, il y a effectivement la question à se poser. On sait que les hypothèses de loups solitaires sont quand même rarissimes dans tous les attentats qu'on a vus en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans l'avenir, etc. Mais enfin, on reste quand même dans des structurations avec souvent, même s'il y a des contacts via les réseaux sociaux, il y a aussi des contacts physiques souvent dans les recrutements et autres, en tout cas ce que je peux en connaître. Et donc ce qui est intéressant, c'est comment on arrive à identifier qu'il y a telle personne qui, autour de lui, constitue un groupe sur lequel il va avoir une influence. Tant que ça reste dans des limites, je dirais, non violentes. Mais on voit bien qu'il y a des moments où ça bascule. Et il y a des bruits, ça se sait, il y a des choses qui transpirent. Bon, quel contact on a avec les pratiquants de telle ou telle religion localement. C'est comme ça qu'on arrive aussi à identifier les choses. Si on est juste dans un contrôle d'identité, évidemment, on n'aura pas d'informations. C'est bien la question de... je veux dire, c'est là où moi je suis assez irrité quand j'entends parler de la police de proximité ou autre déclinaison, comme uniquement une police gentille. C'est pas une police gentille, c'est une police qui fait du renseignement. Les gendarmes, comment des gendarmes arrivaient à tenir un territoire large comme celui de la France? Parce qu'ils étaient au contact de la population. Ils en ont perdu, ils cherchent à revenir dessus actuellement. Une brigade de contact. Voilà, on réinvente l'ancienne gendarmerie, mais il faudrait réinventer aussi l'ancienne police. Je ne dévoilerai pas mes sources, mais ils m'ont dit que dans la doctrine qui se fixe, il faut aller boire des cafés avec les commerçants, etc. Oui, aller boire un café, bon, évidemment, s'il y a des dérives, mais là aussi, c'est le rôle de la hiérarchie de gérer les dérives. Non, mais voilà, on m'a dit, l'objectif c'est notamment d'aller boire des cafés, parce que c'est aussi ça, d'avoir du renseignement, d'avoir établi le contact avec des relais qui savent qui appeler le moment venu. Mais pas seulement les commerçants, par exemple, les jeunes. Non, mais je suis d'accord, les commerçants, c'est bien entendu, mais l'un des vrais enjeux, si on parle de police de proximité ou police de quartier, ou peu importe comment on l'appelle, c'est évidemment les commerçants, les établissements scolaires, etc. Mais je dirais là, le contact, il est relativement facile, ce qui ne veut pas dire que les relations se passent bien forcément, mais c'est relativement facile. La vraie question, les concierges d'immeubles, déjà, c'est moins simple. Et puis les groupes de jeunes. Est-ce qu'on peut avoir... Et à une époque, on avait des policiers qui, le soir, allaient discuter avec les groupes de jeunes qui traînaient dans les halls d'immeubles. Ça ne veut pas dire qu'après, ils ne sanctionnent pas, ou ils ne font pas un rapport, où il n'y a pas des choses. C'est pas du tout leur couper les ailes. C'est pas parce qu'on parle avec quelqu'un qu'on peut pas après lui faire la leçon, voire dire attention, je te préviens, la troisième fois que je te retrouve là, c'est illégal, ou faites moins de bruit, etc. Et puis si ça marche pas, attention, nous on a le pouvoir de sanctionner. Mais là on est, comme on disait il y a 20 ans, comme disaient les policiers eux-mêmes, le policier doit marcher sur deux jambes. Une jambe c'est la répression, mais on oublie l'autre jambe qui est la prévention ou la dissuasion, faire la leçon aux gens. Je pense qu'il y a un rôle de faire la leçon aux gens, le faire intelligemment. Il faut former, c'est pas d'être là et d'être comme un coq sur ses ergots, hein. C'est pas ça la question, mais de dire attention, non mais attention, vous êtes là, vous savez que vous avez le droit de faire ça, ça vous n'avez pas le droit. Ou attention, je vous ai à l'œil. Bon. Et du coup sur cette partie prévention, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une place aussi? Ma question est intéressée, hein, mais pour les professionnels type éducateurs spécialisés, éducateurs de rue, assistants sociaux. Bien sûr, parce que le policier, au mieux il identifie, il peut peut-être prendre orienter des gens, ou je ne sais pas s'il y a une famille, lui dire tiens, il y a tel numéro, etc. Mais après, si on a, je ne sais pas moi, des jeunes qui
qui sont sur une mauvaise pente, on va parler comme ça, c'est rarement le policier qui peut, lui, il peut faire de la dissuasion en disant attention, si vous franchissez telle et telle barrière, il va y avoir un retour de balancier et ça va être violent. Mais entre-temps, il y a aussi de trouver des portes de sortie. Donc ça ne peut être que des éducateurs ou d'autres services qui prennent en charge et qui se disent tiens, j'ai quelqu'un là. Sur un travail de fond. Comment ? Sur un travail de fond, en réalité. Un travail de plus long terme. Le policier n'a pas les moyens. Enfin, est-ce que c'est son rôle au fond? Quand même, il aurait les moyens. Là, il y a des doctrines différentes selon les pays. Il y a des pays où, mais même dans la police française, on a encore des centres de loisirs jeunes animés par des policiers qui ont traversé toutes les péripéties de la remise en cause de la police de proximité. Évidemment, enfin, je dirais, il y a deux types d'élus locaux. Il y a les élus locaux qui vont répondre, enfin, ou les services sociaux qui vont répondre présents. Et puis il y a ceux qui ne sont pas là, ou les mairies qui décident de ne pas investir dans tel ou tel quartier, ça existe aussi. Donc qu'est-ce qu'on fait si la mairie dit bah, moi ça ne m'intéresse pas, je travaille pour l'autre quartier, ce quartier-là, je laisse tomber. Bon, je caricature, mais enfin quand même, il y a des maires de certains endroits, ils ne sont pas très loin de ce discours-là. Donc la question elle est là, c'est comment on organise quelque chose qui est, tiens, la police est là pour détecter, mais pour détecter elle a besoin de savoir, d'être au contact des gens. Après, est-ce que c'est aux policiers d'assumer, de faire de l'éducation, etc. À mon avis, ils n'ont ni le temps ni l'envie. Donc ça, à moins qu'on progresse, et dans quelques années on peut en reparler, mais sinon ça me paraît difficile de leur imposer ça dans l'état actuel des choses. Mais sinon, évidemment, il faut passer la main à d'autres services qui, eux, développent un savoir-faire. Et c'est pas évident sur les questions de déradicalisation. On a un peu un marché avec tout et n'importe quoi. Donc c'est là où ça pose des questions. Quelle est la problématique? Mais je dirais plus tôt on détecte des signes qu'il y a un problème, moins on est obligé d'aller vers des solutions hyper contraignante. Enfin, je veux dire, c'est la personnalité radicale se construit. Donc, elle se construit aussi contre la police. Donc, si on a une police qui casse un peu cette image-là, on peut penser que peut-être on aurait, je dis bien peut-être, on aurait un petit peu moins rapidement, et en tout cas, un peu moins rapidement une radicalisation, et en tout cas, il y a un besoin de davantage du contact, ça me paraît évident. Parce que derrière la police, souvent on remet la figure de l'autorité et donc de la République en soi. Enfin, exactement, il y a les deux principaux accusés, on l'a vu lors des émeutes de 2005, on l'a vu avec un certain nombre de profils de jeunes gens qui sont passés du côté de la radicalisation ou d'autres formes de... C'est quoi l'autorité, c'est quoi la République, l'école qui m'a mis dehors. Il y a des bonnes raisons, mais en tout cas c'est ça vu de l'intérieur. Et puis la police qui n'arrête pas de me contrôler et de me harceler. C'est vécu comme ça. Si on ne change pas l'image, ça aide à construire, c'est une brique supplémentaire qui aide à construire l'édifice de je me mets à distance. Et du coup, la conclusion, mais ce que vous dites là, signifie que l'orientation politique aujourd'hui, depuis plusieurs années, de renforcer le caractère répressif de l'action policière, va à l'encontre en fait des objectifs de cette loi-là, de prévenir et donc c'est aussi toute la logique générale en fait qui est mise en œuvre depuis plusieurs années, qui nous rend d'autant plus impuissants aujourd'hui pour réagir en amont, etc. Oui, moi je suis pas un spécialiste du renseignement intérieur, donc mais ce qu'on voit, c'est que quand un événement a lieu ou quand il y a une réaction qui est assez efficace, rapide en tout cas, et que on interpelle assez rapidement les gens, etc. C'est sur l'aspect amont dont traite ce texte. C'est pour ça que j'en parle. Qui pose vraiment problème. Et je dirais, on parle d'usure, mais là où le système, on voit bien qu'il arrive un peu au bout, c'est qu'on commence à avoir des policiers fatigués, usés, et qui tombent malades ensemble. Mais ça, je dirais, il y a l'aspect fatigue physique, etc. Mais c'est même pas ça le plus important, me semble-t-il. C'est cette usure, j'allais dire, psychologique, où
le problème du sens, c'est à quoi ça sert ce qu'on fait. Alors, il y a une question, je le dis toujours, que je pose en entretien quand je rencontre des personnes, en particulier des policiers, c'est à quoi servez-vous et quel est l'objectif de votre travail. Quand les gens ne savent pas répondre à cette question-là, c'est extrêmement compliqué. Vous êtes là pour quoi, grosso modo? Bon, on a l'impression d'être... On arrête, puis les gens recommencent, puis on arrête les mêmes, puis machin, enfin, pour les affaires de stupéfiants, etc. Là, il y a réellement, et c'est là où parfois c'est un peu agaçant de certaines formes de corporatisme policier, parce que à la fois on prend les policiers individuellement et disent oui, il faudrait qu'on ait de meilleures relations avec les gens, etc. Vous les mettez ensemble, le corporatisme joue, et ils ont énormément de mal à élaborer collectivement cette idée que peut-être que les policiers, si on sort de cette spirale de toujours plus de répression, toujours plus de moyens, toujours plus de ceci, toujours plus de cela, il faut peut-être changer le logiciel, changer le paradigme, comme on dit en sociologie. Du coup, sur l'aspect, je reviens sur l'aspect radicalisation. Le terme a été beaucoup mis en avant dans les médias, mais aussi critiqué scientifiquement parlant, dirons-nous. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que il y a d'autres pays qui ont pas mal travaillé sur le sujet? Nous, on a l'impression d'être à l'état de crépusculaire. Voilà, je ne sais pas quel est l'état un peu de nos connaissances sur le sujet. Est-ce que tout reste à construire ou... Tout ne reste pas à construire, mais je pense que pour l'instant, nous ne sommes qu'au début de tous les travaux là-dessus, parce qu'on voit bien que ça mêle à la fois des considérations d'ordre psychologique, rapports familiaux, etc. Donc on a besoin de gens spécialistes de la psychologie familiale. Ça pose des questions en termes de groupe de pairs PAIRS avec comment on est recruté, comment, etc., d'amitié, de qu'est-ce qu'on va chercher. On voit bien qu'on a des profils assez variés, qu'on a des gens qui ne vont pas tous chercher la même chose en s'engageant dans ce genre de choses, de mouvements, que les processus, certains, ça arrive relativement rapidement, d'autres... Enfin, je pense qu'on n'est qu'au début et qu'on a affaire à quelque chose d'assez complexe qui demande encore beaucoup de travail pour comprendre tous les tenants et les aboutissants, et surtout on est dans du multifactoriel. On n'a pas une cause qui va expliquer que X va plutôt rejoindre un mouvement peut-être très radical islamique, mais sans basculer dans la violence, voire en rejetant la violence, et d'autres qui sont dans des pratiques où continuer à boire de l'alcool, etc., et puis à aller vers des mouvements violents. Il y a toute une série de choses, et à chaque fois qu'on donne une définition, oui, c'est normal, parce que le père est divorcé, enfin, on regarde les travaux, c'est parce que le père manque dans la famille. Bon, pourquoi pas, mais je veux dire, il n'y a jamais un seul facteur, sinon tous les enfants de pères divorcés seraient... Évidemment on a une équation avec énormément de facteurs, donc on ne peut pas se contenter d'une analyse en disant, tiens, on va prendre un groupe témoin, un autre, puis on va faire des statistiques. Ça ne suffit pas, il faut... c'est un ensemble de facteurs qui vont interagir et qui vont faire qu'à un moment... Et ce qui est intéressant, donc du coup, ça revient quand même par rapport au texte, c'est on est dans des trajectoires. On part d'un point A et on arrive à un point qui va être plus ou moins au cours de l'histoire une posture de radicalisation violente ou pas. Et c'est là où on se dit il y a des tas d'étapes où il faudrait que les institutions puissent intervenir. Et pas seulement dans le répressif, parce que le répressif peut servir au contraire à construire la personnalité. Si on est dans une logique de tiens, les institutions ne font rien pour moi, ben oui, c'est un grand classique. Quand il n'y a rien de mieux pour radicaliser quelqu'un que de le mettre en prison avec un groupe d'autres types plus professionnels et plus radicalisés que lui. Il construit sa personnalité autour de ça. On voit d'ailleurs, il y a d'autres exemples de gens qui ne sont pas radicalisés, mais qui ont construit leur personnalité en prison, du coup, qui sont mieux en prison qu'à l'extérieur. Donc, moi, j'ai une question, du coup, aussi, qui est intéressée directement. Le ministre nous a mis en avant à plusieurs reprises qu'il avait mis sur le coup de la lutte contre les actes terroristes des chercheurs, et qu'il était très volontariste sur le fait d'associer la communauté des chercheurs à la réflexion.
Aujourd'hui, est-ce que le labo dont vous êtes le directeur est associé? Est-ce qu'il a été approché? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont établies? Est-ce que tout se fait par le biais de seul INHESJ? Voilà. Et dans quelle dérive on pourrait tomber? Parce que moi, je vois bien aussi une capacité souvent des gouvernants à trouver chez les scientifiques matière à justifier leur action et non pas à la critiquer. Alors, le problème, c'est que sur ce marché-là, de la déradicalisation, radicalisation, j'utilise volontiers le terme marché parce qu'il y a cette question de l'argent aussi. On a un peu tout et n'importe quoi. Tout le monde s'est précipité là-dessus parce que, alors, j'allais dire, même les institutions de recherche, parce qu'ils ont trouvé des moyens de financement. Il s'avère que chez nous, il y a des gens qui travaillent sur ces questions de radicalisation terroriste. Je pense à Xavier Crétier, par exemple, depuis assez longtemps, etc. Donc, il commence à rentrer dans le champ de la radicalisation islamique. Enfin, il a travaillé donc, avec l'INSJ, qui évolue. J'étais très critique vis-à-vis de l'INSJ. Actuellement, la nouvelle directrice fait plutôt évoluer vers le bon sens. Mais d'une manière plus générale, et en dehors de ces questions simplement de radicalisation, mais je pense aux questions de police, c'est extrêmement compliqué pour le ministère de l'Intérieur de travailler avec les chercheurs. Pourquoi? On est et ça renvoie à ce que je disais en introduction, c'est qu'on est dans une logique où ce qui domine au ministère de l'Intérieur, c'est l'aspect technocratique. Clairement, c'est on réfléchit théoriquement au meilleur modèle, et puis on l'applique sur le terrain, et on ne se pose pas la question d'évaluation, on ne se pose pas la question du retour sur expérience, où on va se la poser au moment de la police de proximité en 97-98, mais comme il y a une urgence politique, on ne va plus faire l'évaluation. Bref, du mal à travailler quand même avec les chercheurs. Je ne parle pas individuellement, puisqu'on a des contacts avec des gens qui c'est très intéressant, etc. Mais collectivement, la machine a du mal à travailler avec les chercheurs. Ayant travaillé dans certaines commissions où on vous dit, tiens, on va faire telle recherche, puis après on arrête, et puis tout le monde est d'accord pour dire, ah oui, les chiffres, ça pervertit le fonctionnement des institutions policières, et puis on dit, on va le mettre dans le rapport final, rapport Bergogneau, en l'occurrence, c'est pas mis, c'est enlevé. Bref, il y a une difficulté toujours à dire publiquement ou à reconnaître collectivement des choses que les gens, par ailleurs, vous les prenez en tête à tête, ils vous le disent. C'est ça qui est un petit peu... Il y a une espèce de pesanteur collective du ministère de l'Intérieur. Là, je fais de la sociologie, mais il me semble que c'est intéressant, parce qu'on a l'impression, on pourrait dire, ouais, ils sont tous complètement azimutés. Mais non, c'est pas ça la question. Il y a des gens plutôt intelligents, plutôt de bonne volonté, qui réfléchissent, mais collectivement, il y a de la compétition entre services, il y a des tensions, il y a la peur des syndicats, les syndicats contrôlent, on a peur de leur faire passer n'importe quoi, il y a ces menaces de grève comme système où de l'extérieur c'est très pyramidal, il y a un chef qui décide et puis hop ça se décline et tout le monde obéit, ça c'est la théorie, dans la pratique c'est pas ça. C'est la gendarmerie. Si c'est un peu ça, la gendarmerie a un atout. Dans la gendarmerie, un atout, c'est qu'ils maîtrisent extrêmement bien leur communication et tout ce qui en sort. C'est vrai. Donc, je ne sais pas si ça se passe bien ou pas dans la gendarmerie. Je suis incapable de le dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé en interne, donc peut-être ça se passe mieux, peut-être c'est problématique, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans la police et les interactions entre le corps des préfets, le corps des commissaires, les praticiens de terrain, les OPJ qui sont dans une logique de crise totale parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans la police actuelle. Et je pense que ce texte a aussi un lien, c'est que ça exprime quoi? Ça exprime que il y a quelques années, on avait des OPJ qui avaient des bonnes relations avec les magistrats, qui travaillaient parfois en ne suivant pas totalement les directives de leur hiérarchie policière, et que l'institution policière, ça c'est mon hypothèse, mais bon, ça repose sur des travaux quand même, le déploiement à travers notamment les outils de management, les outils de statistique, etc., a été pour la hiérarchie policière de reprendre la main sur les hommes de terrain. Et là, ça se traduit notamment par le fait que les liens entre la justice, je parle au niveau de terrain, entre les officiers de police judiciaire et les substituts du procureur ou juge d'instruction, se sont extrêmement distendus ces dernières années.
Il y a aussi le fonctionnement de la justice qui n'a pas forcément évolué dans un bon sens de ce côté-là, avec le traitement en temps réel et autres. Mais on est quand même dans cette logique de méfiance, défiance, je dirais, entre l'institution judiciaire et la police, ce qui est quand même très problématique. La dernière fois que j'ai dit ça dans une commission des lois, ça m'a valu des remarques pas très bien indiquées de l'ancien chef du RAID sur le sujet. Deux questions pour revenir sur la question de la recherche. Est-ce que justement il n'y a pas une contradiction dans l'injonction d'une certaine politique à vouloir donner des réponses rapides tout de suite pour réagir à la soi-disant opinion en fait, et le travail de recherche qui est quand même qui nécessite de prendre le temps et donc cette injonction contradictoire à devoir donner très très vite alors qu'il y a besoin de ce recul. Donc d'une part, et deuxième question, je ne sais pas si vous en avez discuté au début, mais sur il y a je crois une quinzaine de textes législatifs depuis ces dernières années qui ont été votés sur la question de la lutte contre les actes terroristes. Quel recul? Alors, les échos qu'on a eu, c'est qu'il n'y a pas de recul en fait, y compris pour la recherche sur la mise en œuvre de ces textes-là, les retours, et donc ça manque aussi, notamment aux parlementaires que nous sommes, pour pouvoir déterminer comment, y compris s'il y a besoin d'une nouvelle loi, sur quoi est-ce qu'elle doit porter. Donc est-ce que sur ce recul-là, ces recherches qui portent sur les textes actuels, vous avez des éléments? Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut une réponse rapide. Évidemment, le travail de recherche, on est sur du long terme. Quand il faut faire un minimum de recherche, c'est 6 mois, 1 an. On ne peut pas faire quelque chose, imaginer quelque chose. Et encore, je parle pour un dispositif simple. Si on est dans des choses sur la lutte contre la radicalisation, c'est un travail énorme. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Oui, on en a déjà parlé tout à l'heure sur les textes. Effectivement, c'était même mon introduction. On a des textes qui s'additionnent, mais je dirais pas seulement dans le champ de la sécurité. On a, ça a été même dénoncé par la Cour des comptes, le Conseil, non pas le Conseil constitutionnel, mais le Conseil d'État, qu'on a une politique de il y a un problème, on va y répondre par une loi. Efficace, pas efficace, on s'en fiche. Il faut une réponse rapide. Bon, à la limite, moi je dirais que ça ne me dérange pas, à condition que derrière on puisse mettre en place un dispositif effectif d'évaluation du texte de loi. Or, on ne le fait pas. Alors, nous chercheurs, soit on a déjà travaillé sur le sujet et on peut donner une réponse en disant non, là vous faites fausse route parce que typiquement c'est la loi qui vient redire ce qui a déjà été dit X fois par les mêmes textes de loi en changeant 3 virgules et autres. Et bon. Donc ça on peut. Ou alors, on ne connaît pas le sujet, dans ce cas-là, effectivement, il faut un temps. Mais on pourrait imaginer, c'était par exemple dans le cas pour la loi Taubira de août 2014, il y avait un dispositif d'évaluation. Après, on peut dire qu'il faudrait l'affiner, quoi, mais c'est là où il y a un office parlementaire d'évaluation pour les aspects technologiques, etc. Mais il est très clair que... il est très clair qu'on a besoin, et que... Bon, après, je ne suis pas faire du droit constitutionnel ou du droit parlementaire, mais c'est la question de la revalorisation du Parlement, c'est d'avoir réellement un rôle de... ok, on a fait une loi, mais derrière, il faut l'évaluer. Dire en tant que député, on vous a donné les moyens de faire quelque chose. D'abord, est-ce que vous respectez les termes de la loi? Il y a quand même des décrets d'application et autres qui peuvent transformer assez... Et puis, deuxièmement, d'un point de vue pratique, quand on va faire sur le terrain, et bon, on voit, il y a certains rapports parlementaires, il y a des choses quand même qui se passent, il ne faut pas non plus... Mais il faudrait que ce soit beaucoup plus approfondi et systématique pour dire, tiens, il y a une nouvelle loi... la loi du 21 juillet, ça fait 1 an. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce que ça a aidé à une transformation? Est-ce que les professionnels sont contents? Ils vont dire non, on veut toujours plus? Bon, il faut poser ces questions-là. Et si on n'est pas là-dedans, on avance avec les yeux bandés. Donc on fera toujours une nouvelle loi qui est qui est plus un message, je dirais, médiatique qu'une réponse efficace. Moi, j'ai envie de me poser la question, je ne sais pas, il faudrait jouer le jeu de rôle. Je suis un terroriste, j'ai de mauvaises intentions. Ce texte de loi, est-ce que ça va m'empêcher de faire quelque chose? C'est quand même ça la question. Enfin, il faut poser la question du côté de la cible, j'ose pas dire de l'utilisateur, mais en tout cas des personnes qui sont visées. Est-ce que ça va m'empêcher de basculer dans la radicalisation?
Est-ce que je suis placé sous un contrôle par une directive du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas quel terme utiliser, ça ne va pas me renforcer dans le fait que la société française me rejette et que peut-être il faut la combattre parce que ceci, cela. Ce qu'on retrouve dans la rhétorique quand même de ces groupes. Dans leur revue, dans leur publication. Exactement. Donc je ne dis pas que c'est la seule raison, il ne faut pas non plus caricaturer, mais dans cette analyse de multifacteurs, c'est un des facteurs. Alors, essayons de jouer sur celui-là, déjà, et sur d'autres aussi. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Sur la crise des OPJ, quel regard vous portez là-dessus? Parce que moi, le seul retour qu'on a eu dans les auditions, où ça a été un peu effleuré, c'est par le DGPN, finalement, en disant j'ai plus de volontaires pour devenir OPJ. La question, c'est pourquoi? La question, c'est pourquoi. Il fallait qu'on se penche sur le sujet. Moi, des retours que j'ai eu aussi, c'est qu'on a renforcé les moyens de la DGSI, mais que ça ne s'est pas fait en proportion de la répartition interne de la DGSI entre agents de renseignement pur et dur et officiers de police judiciaire de la DGSI, puisqu'il y a un service de police judiciaire au sein de la DGSI, et que ce service-là n'aurait pas été renforcé. C'est compliqué d'avoir des chiffres, mais en tout cas, ceux que j'ai eus par d'autres moyens montrent que finalement, on n'a pas bougé le stock d'OPJ, et par contre, on a augmenté drastiquement les moyens de renseignement. Alors sur la DGSI, je ne dirais rien parce que je ne connais pas, je ne suis pas allé voir et je me donne comme règle de ne pas parler de ce que je ne connais pas. Ce qu'on voit, c'est qu'en général, les OPJ, c'était une fonction de prestige jusque dans fin des années 90, et que la fusion des corps et carrières, le fait que tous les policiers ont pu devenir OPJ, donc on est en 98, renforcé par la loi 2004, fait que c'est devenu grosso modo, tous les gens qui étaient officiers, qui étaient dans une espèce qui travaillaient un petit peu, j'allais dire, en libéral, dans un commissariat, avant, les OPJ, c'était à part, quoi. Le commissaire n'allait pas trop voir ce qui se passait, il travaillait en lien plus ou moins étroit avec certains magistrats, et ça tournait, et puis il y avait un certain prestige, chacun avait son enveloppe de dossiers, et puis ils travaillaient, ils faisaient des enquêtes, ils se servaient d'ailleurs des policiers de proximité pour avoir des infos, ou quand c'était les gendarmes, c'était encore plus facile. Et donc, il y avait un prestige, il y avait une autonomie très forte dans le travail, des liens avec les magistrats, et puis du coup, ils arrivaient à sortir des affaires. On était dans ce que toute la littérature des romans policiers nous sort, je m'empare d'une enquête, il y a quelque chose qui s'est passé, et puis je fais une enquête policière. Maintenant, il y a eu fusion des corps et carrières, tout le monde peut devenir OPJ, on devient OPJ que quelques années dans une carrière, après on veut faire autre chose. Il n'y a plus, auparavant dans un commissariat, les plus anciens dans le commissariat, c'était les OPJ qui restaient 15 ans, 20 ans sur place, qui avaient des relations avec le maire, avec les élus locaux, etc. On ne voit plus comme modèle. Là, on a le jeune policier qui va sur le terrain faire des patrouilles pendant 2-3 ans, il en a assez, après il passe le concours d'OPJ, comme ça lui permet déjà de s'extraire quelques mois des patrouilles de rue, puis après il va aller dans un bureau faire de l'OPJ. Des gens actuellement qui ont des dossiers, qui sortent plus, qui font quelques petites enquêtes par téléphone, consultent des fichiers, et puis qui, quand ils ne trouvent pas, veine recherche. J'ai vu des bureaux où on met du tampon de veine recherche quasi toute la journée. Donc un traitement purement bureaucratique. Les liens avec les magistrats se sont fortement distendus. Alors ça a à voir aussi avec la réorganisation de la justice et le traitement en temps réel, où maintenant la justice ne cherche plus forcément à aller sur le fond, mais à donner une réponse pénale rapide. Dans l'instruction d'enquête. On n'est plus dans la recherche de la vérité, on est dans la réponse pénale. Il faut arriver, on est à 92%, je crois, de taux de réponse pénale. Là aussi, c'est des chiffres... Bon, bref. Mais du coup, c'est devenu un boulot de bureaucrate comme un autre. Donc, finalement, l'avantage, c'est qu'on n'est pas dans la rue si on n'aime pas travailler dans la rue. Et puis, l'inconvénient, c'est que c'est complètement inintéressant. Et donc, du coup, oui, la justice avec le traitement en temps réel, c'est compte rendu, voilà, on a trouvé ça, ça, ça. Oui, vous me l'amenez, ou oui, vous lui donnez une convocation. Là aussi, c'est quoi le sens du métier ? C'est pas le plaisir d'avoir interpellé le gars qui a fait un truc particulièrement problématique, ou qui a agressé une personne âgée, ou qui a volé quelqu'un.
C'est, bon bah voilà, là on a une réponse pénale, bon, on pense que c'est lui qui l'a fait, on va pas trop non plus se crever la tête. Donc quelque chose de pas du tout valorisant. On pourrait développer plus là-dessus, mais c'est... Ils mettent en avant souvent la procédure qui serait En plus. fastidieuse. Oui, en plus. Parce que ça apparaît en fait en filigrane, hein, comme un des arguments sur la loi là en question, en disant face au terrorisme, une procédure fastidieuse, etc. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le bien moyen? Oui, mais c'est là où la procédure peut être facile. Enfin, c'est l'idée que la justice est lente, ce qui est complètement faux. Quand on passe en comparution immédiate, 24 heures après avoir été interpellé, ou 36 heures, on ne se dit pas que la justice est lente. Et on passe 20 minutes et hop, on est condamné. Enfin bon, ça c'est... donc il y a ça, mais oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une influence de ce que je viens de dire qui est assez générale sur la justice. C'est qu'aussi il y a une vision générale de la justice comme ça nous handicape, c'est un boulet. Bon, oui, mais c'est aussi un contre-pouvoir. C'est aussi ce qui permet à l'OPJ de ne pas être complètement sous l'autorité de sa hiérarchie, d'acquérir un peu d'autonomie, de dire mais non, mais le procureur m'a demandé de faire des investigations complémentaires parce qu'il estime que, et normalement ça devrait être le cas. Alors du coup, moi j'étais assez contre le fait de créer une police judiciaire attachée à la justice comme c'est le cas dans certains pays, mais actuellement on peut se poser la question, parce que sinon on a une justice qui n'a plus ni main, ni oreille, ni yeux. Pourquoi vous y étiez opposé au départ? Parce que la justice a géré un service de police, elle est déjà totalement submergée par... elle n'a pas la taille critique, quoi. C'est plutôt très pragmatique. Oui, c'est comment... C'est pas dans l'absolu. C'est pas dans l'absolu, mais ça posait des questions difficiles. Et puis aussi, bon, d'être en posture d'avoir plusieurs chefs permet aussi d'acquérir de l'autonomie, normalement. Or là, alors pour le meilleur et pour le pire, il ne faut pas non plus idéaliser. Mais là, on est dans un système où... Parce que les injonctions contradictoires, c'est pas toujours facile à gérer. Bien sûr, mais quand vous avez un chef qui vous dit, je sais pas, un préfet vous dit, allez interpeller telle personne, vous vous dites, mais non, mais c'est pas légal. Ou vous avez la possibilité d'appeler un magistrat en disant, bon là, je crois qu'il y a quelque chose qui va pas trop... C'est là le problème de ce texte-là, c'est... Le ministre de l'Intérieur me dit, ah, mais il faut interpeller telle ou telle personne. En tant qu'OPJ qui connaît un peu la procédure pénale, je me dis, là, c'est pas... On est dans quelque chose un peu vaseux, etc. Qu'est-ce que je fais? Alors, je sais bien, code de déontologie, je peux m'opposer en théorie à des ordres non légitimes, tatati, tatata. Enfin, le code de déontologie dit avant tout qu'il faut obéir. Premier et deuxième article du code de déontologie. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand il y a une affaire un peu... On n'est pas toujours dans du très clair. Ok, vous avez un mec avec une arme, bon, ok, il n'y a pas d'hésitation. Et le discours des syndicalistes sur, oui, vous comprenez, au moment de Charlie Hebdo, on ne savait pas si on était dans l'illégalité ou pas, ça me fait quand même un peu rire, parce que, bon, bref, personne n'a été jugé parce qu'il a tiré sur un terroriste qui était armé, enfin, il faut être réaliste, quoi. Mais là, il y a encore une fois défiance. Ah oui, mais la justice pourrait peut-être nous condamner. Bon, là, le problème, c'est qu'il y a le ministre de l'Intérieur et en face, il n'y a personne pour m'aider. Si moi, policier de base, je suis dans une situation de dilemme. Parce qu'on m'a dit, tel gars, il va falloir... Ou d'ailleurs pas policier de base, hein. Même un préfet. Hein. À tous les échelons. À tous les échelons. Pour le coup, le préfet, le directeur régional des finances publiques, qui lui a une autonomie parce qu'il est sur ses fonds propres. Les préfets sont un maillon, évidemment, qu'on peut facilement faire sauter quand on est soupçonné de non-loyauté. Donc non, mais vous avez raison, on est dans toute la... ou un commissaire de police, c'est pareil, hein, c'est toute la chaîne hiérarchique qui est, finalement, sur qui je peux m'appuyer pour dire que c'est pas légitime ou c'est pas légal ou les raisons sérieuses. Bon, j'attends de voir la jurisprudence après les autorités administratives. C'est sérieux, c'est pas sérieux. Avec d'ailleurs une justice administrative qui n'est pas forcément plus tolérante vis-à-vis de la police que la justice judiciaire. Je dirais même plutôt plus méfiante. Ouais, de ce que nous disaient les juges administratifs, c'est que finalement, comme ils étaient un peu désemparés, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être sur ce genre de problématique, qui s'attachaient surtout à la forme du document, notamment pour les notes blanches, à ce qu'il y ait bien les virgules au bon endroit, et que des fois, c'est même son de cloche du côté des policiers, ils renvoyaient la même note blanche en changeant 2-3 phrases lors de démo, en mettant les virgules à un autre endroit, et ça passait du côté du juge administratif. Peut-être qu'il risque aussi d'être plus procédurier que le juge judiciaire. En plus.
Non, mais on ne sait pas. Enfin, je veux dire, c'est aussi cette question-là, mais transformer tout le contentieux en contentieux administratif, je ne sais pas si c'est une façon... Et, bon, dans le meilleur des cas, mais on peut penser que cette loi posant des tas de questions, je veux dire que c'est presque un piège que le ministre de l'Intérieur crée vis-à-vis de lui-même. Moi, je pense que cette loi est extrêmement problématique, y compris si je suis au ministère de l'Intérieur et que j'ai une décision à prendre. Ça lui crée des obligations. Ça le met dans une situation, enfin moi oui, c'est ça, il existe des raisons sérieuses. C'est une définition, alors on pourra toujours le comportement, pas les actes. Hein. Oui, non mais c'est ça le problème. Bon, ça c'est une évolution plus large des lois, on est de plus en plus depuis une quinzaine d'années à être dans des lois qui attaquent des intentions. L'intention de se joindre à un groupe qui a l'intention de s'attaquer à des forces de police. Avec beaucoup d'intentions. Le problème, c'est que là, on revient à la question de la légitimité. Quand on dit clairement aux gens, bon, si tu fais tel acte, tu casses une vitre ou tu casses une voiture, tu as telle sanction. C'est clair, le contrat social est clair. Si on le dit, j'ai des raisons sérieuses de penser que peut-être tu vas peut-être te radicaliser dans quelques mois, on est dans quoi là? Alors, c'est là, enfin, la confusion, qu'on mette des gens, des services de renseignement, qui aillent au contact de la personne pour un îlotier en lui disant tiens, regarde ces gars-là, ce serait bien que tu ailles discuter avec eux, prendre un café avec eux, et tu discutes et tu essaies de tâter le terrain. Ça me paraît légitime. Ça me paraît légitime. On peut dénoncer ça comme étant de l'insertion dans des... Mais pourquoi pas en revanche, d'être là, d'en dire je vais vous sanctionner, pas le droit de sortir de tel périmètre, allez signer tous les jours, allez. Donc là, on est dans la punition fondée sur une intention. Là, on bascule dans quelque chose qui peut être complètement réversible et retourné par les gens en disant regardez, ils vous jugent parce que vous avez une sale tête, parce qu'il y a de la discrimination, j'ai là-bas, et on voit que l'instrumentalisation, parce qu'il faut pas, du discours antiraciste ou autre, elle peut aussi très bien se faire sur des bases comme celle-ci. C'est là où je trouve que c'est un piège. À chaque fois qu'on est dans le flou, finalement, on crée de l'arbitraire, et même pas forcément volontairement, mais on crée les conditions qui vont faire qu'on pourra toujours être soupçonné, être mis en cause, etc. Et à chaque fois, et quid si un ministre de l'Intérieur décide, je sais pas moi, de mettre, de dire tiens, terrorisme d'extrême droite, je soupçonne qu'il va y en avoir, donc on va mettre tous les gens du Front National en surveillance. Non mais on peut imaginer là-dessus, où les gens de la France manger du couscous. Voilà, exactement. Non, mais sur quels critères? Je veux dire, c'est quand même... Je soupçonne personne, mais un ministre de l'Intérieur peut avoir des préjugés, peut avoir des mauvaises idées, et que si on n'est pas dans l'état de droit, on est dans quelque chose de flou qui n'est bien pour personne. Bien. Daniel, je ne sais pas si tu as d'autres...